Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Dr Enes. Dans la vidéo précédente, on a parlé du développement embryologique du système nerveux de façon générale. Ce sont des notions que vous avez déjà vues à l'amphithéâtre. On est arrivé à un stade où l'on a compris que la région télencéphalique donne naissance à des vésicules. Et pourtant, lorsque l'on passe à l'anatomie, on ne trouve plus vésicule, ni une structure creuse, ni circulaire, mais une structure qui est pleine, complexe, avec des circonvolutions et des sillons. Et à ce moment-là, je me suis posé une question essentielle. Où est le lien logique entre l'embryologie et l'anatomie? Comment on va passer d'une vésicule simple à une structure anatomique aussi riche et aussi organisée que le télencéphale adulte? C'est précisément ce lien que nous allons essayer de comprendre dans ce chapitre. L'objectif de cette série est de synthétiser chaque coupe anatomique à partir de son origine embryologique afin que l'anatomie ne soit plus quelque chose à mémoriser, mais c'est quelque chose à comprendre. Pour cela, on va subdiviser ce chapitre en 3 parties. Dans cette première vidéo, nous allons nous concentrer sur la vue latérale et médiale des circonvolutions et comprendre comment le télencéphale se forme et comment apparaissent progressivement les différentes circonvolutions à partir de vésicules télencéphaliques. Dans la deuxième vidéo, nous allons aborder le développement embryologique des régions télencéphaliques et diencéphaliques en mettant l'accent sur les noyaux gris centraux et le système ventriculaire. Enfin, dans la troisième vidéo, nous allons faire une synthèse globale. Nous allons regrouper à la fois la vue latérale et la coupe frontale de Charcot pour reconstruire et comprendre la vue médiale du cerveau. Et comme toujours dans cette chaîne, on ne va pas apprendre l'anatomie telle qu'on la voit, mais telle qu'il s'est construite. Après le développement embryologique, on va obtenir 2 segments. Un segment qui est caudal, qui va être destiné pour former la moelle spinale, et un segment qui est supérieur, céphalique, qui va donner une structure qui est augmentée de volume, qui va se subdiviser et donner par la suite des vésicules qui sont primitives. Ces vésicules primitives vont être au début au nombre de 3. Donc c'est la vésicule prosencéphalique suivie de la vésicule mésencéphalique et rhombencéphalique. Et après, on a dit que la vésicule prosencéphalique va être subdivisée en 2. Il va donner la vésicule télencéphalique et diencéphalique. Et puis le mésencéphale va rester le même. Et la vésicule rhombencéphalique va être subdivisée en 2. Il va donner la vésicule métencéphalique et à la fois la vésicule myélencéphalique. Maintenant, on va se concentrer sur la structure vésiculaire télencéphalique. Comment on va obtenir à partir d'une vésicule une structure qui est pleine avec des circonvolutions? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Alors, comme vous savez bien, au début, on aura 2 structures vésiculaires, le télencéphale et le diencéphale, qui vont être dérivées à partir de la vésicule prosencéphalique. Alors, au début, on aura une seule vésicule télencéphalique. Cette vésicule télencéphalique va être subdivisée en 2 et il va donner la naissance à 2 vésicules télencéphaliques au lieu d'une seule vésicule télencéphalique. Comment? Alors, il faut savoir qu'en périphérie des vésicules de tissu nerveux se trouve un ensemble des cellules qui sont des cellules mésenchémateuses. Ces cellules mésenchémateuses, ils vont former la boîte crânienne primitive. C'est pas de l'os proprement dit parce qu'il est en phase de la genèse, mais c'est une silhouette qui va mimer la future boîte crânienne. Et donc, on aura une sorte de pression qui va être appliquée sur le tissu nerveux pour qu'il ne va pas sortir de cette cavité, qui va rester à l'intérieur et on n'aura pas de l'expansion du tissu nerveux. Mais au contraire, le télencéphale, il a une tendance de se proliférer de façon qui est illimitée et donc il a besoin de beaucoup d'espace. Donc, il veut se proliférer, mais quand même, il va être bloqué par ces cellules mésenchémateuses. Alors, quelle sera la solution? La solution, c'est que par conséquence de la prolifération cellulaire qui vont se retrouver serrés, il y a manque d'espace, etc. Ils vont chercher à créer leur propre espace à l'intérieur de la cavité décrite par la silhouette mésenchémateuse. Et donc par la suite, on aura par la pression appliquée par les cellules mésenchémateuses une invagination de la surface supérieure de télencéphale ou de la vésicule télencéphale.
télencéphalique. Et par la suite, la vésicule télencéphalique il va être subdivisée en deux, comme vous voyez là-bas. Donc là, c'est le début de l'invagination de la vésicule télencéphalique. Après cette invagination, il va se continuer jusqu'à qu'il va atteindre une structure qui s'appelle le trou de Monro. Donc cet espace qui est restreint là-bas. Au début, il existe comme une sorte d'un orifice élargi entre les deux vésicules télencéphaliques et diencéphaliques pour communiquer leur cavité. Après cet orifice, il va diminuer son diamètre et il va devenir un trou. Donc ce trou-là, il va être abordé aussi par l'invagination de télencéphale. Et donc par la suite, on aura la subdivision d'un seul orifice en deux orifices de Monro ou de trous de Monro. Voilà. Alors, puisque le télencéphale il a un potentiel prolifératif très élevé, il va se retrouver emprisonné à l'intérieur de la cavité imposée par les cellules mésenchémateuses. Donc, c'est quoi la solution? Donc, la solution, c'est que le télencéphale, il va essayer de profiter du maximum de l'espace qui règne à l'intérieur de la cavité mésenchémateuse. Et donc, il va dominer sur les autres structures anatomiques telles que la vésicule diencéphalique. Et la vésicule diencéphalique elle-même, elle a un potentiel prolifératif qui est élevé. Mais ce n'est pas de la même manière que le télencéphale. Mais quand même, les cellules diencéphaliques vont se retrouver aussi encore serrées. Ils ont besoin de l'espace. Ils vont profiter de l'espace qui reste entre ces deux vésicules télencéphaliques. Et par conséquent, on aura les vésicules télencéphaliques qui sont en train de s'enrouler autour du diencéphale et le diencéphale va être repoussé à l'intérieur entre les deux vésicules télencéphaliques. Prenons à titre d'exemple, mes mains, ce sont les vésicules télencéphaliques et le marqueur, le diencéphale. Qu'est-ce qui va arriver au début à l'intérieur de la cavité puisque le télencéphale occupe une toute petite partie de l'espace, donc le télencéphale il va être localisé en haut par rapport au diencéphale et au fur et à mesure que le télencéphale va s'augmenter de volume, il va s'incurver, il va s'enrouler autour du diencéphale et le diencéphale va être repoussé à l'intérieur pour gagner l'espace qui règne entre les deux vésicules télencéphaliques. Et là où il va retrouver un peu de liberté pour se proliférer. Donc, on a le phénomène de l'incurvation de télencéphale pour profiter du maximum de l'espace qui règne à l'intérieur de la cavité mésenchémateuse. C'est la future cavité de la boîte crânienne. Il va profiter du maximum de l'espace, il va s'incurver au fur et à mesure et le diencéphale, il va rester en une configuration qui va être circulaire, mais il va être déformé au fur et à mesure par le télencéphale et il va suivre son incurvation d'avant en arrière. Donc, il va suivre l'incurvation dans l'axe antéro-postérieur. Donc, par conséquent, la vésicule diencéphalique va garder une configuration circulaire à la vue frontale. Ça, c'est une vue qui est frontale. Et il va avoir une configuration en forme de C à la vue de profil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la vue de profil? Alors, à la vue de profil, comme je vous ai dit, que le télencéphale, il va s'incurver. Il ne va pas s'incurver seulement au niveau du plan frontal, mais il va aussi s'incurver d'avant en arrière. Et il va décrire un aspect de C. Et cela, il va être imposé par l'intermédiaire de la force appliquée par les cellules mésenchémateuses et de l'espace qui est limité. Et donc, il va s'enrouler d'avant en arrière. Il va décrire un aspect de C. Donc, ici, on a la vésicule télencéphalique qui est allongée.
la vésicule diencéphalique en dessous. Ça, cette structure qui est restreinte, qui a un aspect de canal, c'est le trou de Monro. Par la suite, le pôle postérieur de télencéphale, il va arriver, il va heurter la surface décrite par l'intermédiaire des cellules mésenchémateuses. Et les cellules mésenchémateuses, ils vont appliquer de la pression sur ce pôle postérieur de télencéphale. Et par la suite, par conséquence, on aura de l'incurvation de ce pôle. Et il va décrire un troisième pôle. Et on aura par la suite trois pôles. Donc, au fur et à mesure, ce pôle là-bas qui était postérieur, il va s'enrouler et il va cacher progressivement la vésicule diencéphalique jusqu'à que on va pas voir la vésicule diencéphalique parce qu'il est complètement à l'intérieur entre les deux hémisphères cérébraux ou bien entre les deux vésicules télencéphaliques. C'est pour cela qu'on va obtenir cet aspect en atlas d'anatomie et on va pas voir une vue latérale de diencéphale parce que tout simplement va être caché par l'expansion excessive de tissu télencéphalique. Et par la suite, ce tissu télencéphalique, il va décrire trois pôles. Donc, on a un pôle qui est antérieur, c'est un pôle qui est appelé le pôle frontal. Pourquoi frontal? Parce qu'il est en contact avec le mésenchyme qui va former l'os frontal. On a aussi encore ici le pôle dit occipital. Pourquoi? Parce qu'il est en contact avec les structures mésenchémateuses qui vont participer à la formation de l'os occipital. Et ici, c'est le pôle temporal. Donc, ce pôle temporal va gagner cette nomination parce qu'il va être en contact avec l'os temporal. Et où sont alors les circonvolutions? Comment on va les obtenir? Ici, il n'y a pas de circonvolution, c'est comme une sorte de surface lisse. Mais au fur et à mesure, n'oubliez pas que le potentiel prolifératif de télencéphale, c'est illimité. Donc, par la suite, les cellules vont continuer à se proliférer et ils vont pas retrouver assez d'espace parce que déjà, ils ont occupé le maximum d'espace au niveau de la cavité formée par la boîte crânienne primitive. Et alors, où ils vont migrer cette fois-ci? Ils vont migrer à l'intérieur de tissu télencéphalique. Comment? Ils vont s'invaginer et ils vont former des circonvolutions avec des replis. Comment on va alors obtenir les circonvolutions et les sillons et les scissures qu'on va les voir avec des orientations précises sur l'atlas d'anatomie? En fait, c'est le principe de la direction de la force qui va être appliquée par le tissu mésenchymateux. Je vais vous expliquer. Alors ici, c'est une vue latérale du télencéphale. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de circonvolution. Et au fur et à mesure, on aura de la prolifération cellulaire et d'une grande pression qui est appliquée par les cellules mésenchymateuses. Ces cellules mésenchymateuses, ils ont des directions de force. Il y en a une force qui va être dirigée vers l'arrière et une force qui est dirigée vers l'avant appliquée par les cellules qui occupent la face postérieure et une force qui va être appliquée vers le haut par les cellules qui sont localisées au niveau inférieur et les cellules qui sont localisées en haut, ils vont appliquer une sorte de pression sur la surface supérieure. Et donc, on aura une pression qui est supérieure et une pression qui est antéro-postérieure. Logiquement, les pressions antéro-postérieures, ils vont encourager le replissement de la surface de façon qui est verticale. Alors, si je voudrais vous expliquer ce principe, je vais prendre ce papier là-bas. Supposons la longueur du papier, c'est l'axe antéro-postérieur. Si je vais appliquer une pression antéro-postérieure, comment alors vont être les circonvolutions? Ils vont être verticales.
C'est le même principe. Donc, si on va appliquer une pression antéro-postérieure, on va obtenir des circonvolutions qui sont décrites sur le plan vertical. Et alors, si la force est encore plus élevée, plus la force il va être élevée, plus on aura un grand nombre de circonvolutions. Plus la surface décrite est grande, plus qu'on aura un très grand nombre de circonvolutions. Et puisque la surface supérieure, elle est très augmentée en taille, donc par la suite, on aura deux circonvolutions à la fois. On aura aussi une scissure profonde avec deux sillons. Alors, pourquoi on aura une scissure profonde et deux sillons? Si on va appliquer la pression d'avant en arrière sur ce papier là-bas, on va obtenir un sillon, une sorte d'invagination profonde. Donc, c'est ce qu'on appelle la scissure, puisque le centre va recevoir la majorité de la force. Alors que la périphérie, quand même, il n'y a pas beaucoup de force. Et donc, on aura des invaginations, cette fois-ci, moins profondes. Et donc, ça va décrire des sillons. Donc, logiquement, on va obtenir une seule scissure avec deux sillons périphériques. La scissure qui est décrite là-bas au centre, ça s'appelle la scissure de Rolando. Et puis, on aura deux sillons. Logiquement, puisque ce sillon va être localisé en avant, donc il va gagner le nom de sillon pré-rolandique. Et puisque ce sillon il va être au niveau postérieur, il va gagner le nom de sillon post-rolandique. Maintenant, qu'en est-il pour les circonvolutions qui vont être décrites sur le plan horizontal? C'est-à-dire de même axe antéro-postérieur du cerveau. Cela, il va revenir à la force supéro-inférieure qui est appliquée par les cellules mésenchémateuses. Donc, la force supéro-inférieure, on aura de la pression en haut, une pression en bas. Donc, cela, il va décrire des circonvolutions qui vont être horizontales. Puisque ce pôle va être beaucoup plus développé, il a un aspect de ballon. C'est comme un ballon ou une structure qui est semi-sphérique. Donc, par la suite, puisque la surface il va être élevée, on aura trois circonvolutions. Et on aura deux sillons. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de tissus, à peine que la force, même s'il est grande, il ne va pas creuser vers l'intérieur. Et donc, on ne va pas obtenir des scissures, mais ce sont des sillons plutôt. Et donc, on va obtenir trois circonvolutions au niveau frontal. Jusqu'à maintenant, c'est clair. Alors, puisque cette région, cette zone là-bas, il va être peu développé et à la fois, il va être entravé par cette scissure là-bas qu'on appellera la scissure de Sylvius, qui est un résultat de l'applicature de télencéphale. Alors, par la suite, on aura seulement deux circonvolutions avec un tout petit sillon. Et en bas, on va obtenir trois circonvolutions. En fait, ce sont six circonvolutions, mais ils vont avoir une configuration, c'est comme s'ils sont continus. Alors que non, ces circonvolutions sont différentes parce qu'ils vont être issus à partir de deux tissus qui sont de type différent et qui ont une fonctionnalité différente. Mais sur le plan anatomique, ça apparaît comme si on a une seule circonvolution qui est continue. Pourquoi on va obtenir trois circonvolutions et deux sillons? Parce que tout simplement, on aura de la pression excessive appliquée au niveau de cette partie inférieure, de telle façon que la surface supérieure de ce pôle, il va être retrouvé tassé avec la surface inférieure de la région frontale. Vous voyez l'importance de la pression qui va être appliquée à ce pôle par l'intermédiaire des cellules mésenchémateuses.
et on aura une sorte de pression qui va être appliquée sur ce pôle. Donc logiquement, on aura une plicature là-bas qui est un petit peu oblique, mais qui est moins développée sur la vue latérale. C'est la scissure parieto-occipitale. C'est quoi la différence entre scissure et sillon? Scissure, c'est plus profonde, alors que le sillon, quand même, elle reste moins profond que la scissure. La scissure, c'est une structure profonde, donc automatiquement, il va séparer entre deux tissus qui sont différents. Par conséquent, le lobe, il va être limité entre deux scissures successives. Donc, puisque ce lobe, il va être localisé au niveau de l'extrémité et il va être limité par ce scissure et celui-là, donc on va obtenir un lobe qui est le lobe frontal. On aura cette structure là-bas qui est limitée par la scissure ici de Rolando et la scissure de Sylvius, et en arrière on va retrouver la scissure parieto-occipitale. Donc par la suite on va l'appeler le lobe pariétal. Et puis par la suite ici on aura deux zones différentes. Pourquoi? Parce que le tissu qui est situé dans cette zone, c'est pas le même qui est situé dans cette zone. Mais vous allez poser une question. Mais où est la scissure qui va séparer ces deux zones, ces deux lobes? Ben, en fait, on aura une sorte d'incisure à ce niveau qui va permettre de marquer la différence. Anatomiquement, ça, on ne va pas vraiment différencier entre les circonvolutions occipitales et aussi temporales. Mais la structure qui va permettre de faire la part des choses ou faire une limite qui est virtuelle entre la région occipitale et la région temporale, c'est cette incisure. Cette incisure, elle est secondaire à la pression de ce pôle. Et donc, par la suite, on aura de la région occipitale qui est, ou bien de l'aube occipitale qui est délimitée entre la scissure parieto-occipitale et l'incisure temporo-occipitale. Et le reste, c'est de l'aube temporale. Vous voyez ici, ces deux circonvolutions, ils ont une configuration qui va être verticale. Donc, ils vont apparaître comme s'ils vont grimper la face latérale du cerveau pour arriver vers la surface supérieure du cerveau. Et donc, c'est pour cela qu'on l'appelle circonvolution ascendante. Mais la différence, c'est que ces deux circonvolutions, ils vont être localisés dans deux lobes différents. Donc, par la suite, puisque cette circonvolution, il va être localisée au niveau de lobe frontal, donc on va l'appeler la circonvolution frontale ascendante. Et ici, puisque cette circonvolution va être localisée au niveau de la région pariétale, donc il va gagner le nom de pariétale ascendante. Ce qui nous reste là-bas, c'est la nomination de ces trois circonvolutions qui restent de l'aube frontale. Puisque cette circonvolution va être au niveau de la partie supérieure, où il va occuper la zone supérieure, on va l'appeler frontale supérieure. Donc la circonvolution frontale supérieure ou bien le F1. Puisque cette circonvolution, il occupe la zone moyenne, donc on va l'appeler la frontale moyenne. Puisque cette circonvolution va occuper cette région qui va être inférieure, donc on va l'appeler la frontale inférieure ou bien F3. Ici, on a deux circonvolutions qui vont être localisées au niveau de la zone pariétale. Donc, puisque cette circonvolution va occuper la région supérieure, donc ça va être appelé la pariétale supérieure ou bien P1. Puisque cette structure va être localisée au niveau de la région inférieure, donc ça va être appelé la pariétale inférieure ou bien le P2. Ici, ces circonvolutions vont être nominées en fonction des lobes et en même temps de leur localisation. Mais
on va avoir comme règle, ce qui est localisé en haut va prendre le numéro 1. Et on va suivre du haut vers le bas la numération des circonvolutions. Et donc, on va obtenir comme résultat, ici c'est le O1, ici c'est le O2, ici c'est le O3. Et puisque le O1 va apparaître anatomiquement comme s'il est en continuité avec la circonvolution supérieure temporale, donc logiquement, cette structure va s'appeler T1. Et donc ici, T2. Et donc ici, T3. Il faut savoir que le lobe occipital n'a pas seulement 3 circonvolutions, il y en a 6 circonvolutions, alors qu'au niveau temporal, 5 circonvolutions. Donc, d'où vont venir les circonvolutions qui restent? Logiquement, ils vont être cachés au niveau de la face médiale. C'est pour cela qu'on a fait une coupe médiale qui se concentre seulement sur le télencéphale et je vous ai caché le diencéphale parce que je ne voulais pas révéler les éléments qui vont former le diencéphale pour ne pas se tromper. Donc le principe des forces au fur et à mesure, il va permettre au diencéphale de monter et de s'insérer entre les deux hémisphères ou deux vésicules télencéphaliques. Et d'un autre part, cette structure diencéphalique, au fur et à mesure qu'il va monter, il va appliquer une pression sur le tissu télencéphalique. Et cela, il va décrire une scissure, puisque la pression va être élevée. Donc, cette scissure, c'est comme il est en train de souffrir de la solitude. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle la scissure singulière. La scissure singulière, au-dessous de laquelle on va retrouver le gyrus singulaire. Et en même temps, on aura des structures qui vont venir de la face latérale et ils vont se continuer au niveau de la face médiale. Le F1, il va être localisé au niveau de la partie supérieure, c'est-à-dire qu'il va être à cheval entre la face latérale et la face médiale, parce qu'on aura ici de la prolifération de ce cortex là-bas. Donc, il va logiquement occuper la surface supérieure de télencéphale et il va se continuer jusqu'à la face médiale. De même, ici, le frontal ascendant, il va être à cheval. Donc, il va ascendant, c'est-à-dire, c'est comme il est en train de grimper la face latérale pour arriver à la face médiale. Donc, c'est pour cela qu'on va le retrouver là-bas. Ici, c'est le pariétal ascendant. Donc, on va le retrouver là-bas avec une toute petite partie de scissure de Rolando. Ici, en avant, c'est le sillon pré-rolandique. En arrière, c'est le sillon post-rolandique. Et on a une partie qui va venir de la pariétale supérieure et il va occuper la face médiale. C'est ce qu'on appelle le précuneus. Pourquoi elle a cette nomination? Cuneus, ça indique en mot latin une sorte d'un coin. Pourquoi elle est appelée pré? Pré, c'est-à-dire quelque chose qui est localisé avant le coin. Donc, où est-ce qu'il va être logiquement localisé ce coin? Donc, le coin, il va être localisé au niveau du pôle occipital. Parce que le pôle occipital, il va décrire un angle. Donc, c'est pour cela qu'il est appelé précuneus. Alors, puisqu'on aura de la pression qui va être appliquée sur le pôle occipital de part et d'autre, une pression qui est supérieure et une pression qui est inférieure, cela va former la scissure ici calcarine et ici c'est de la continuité de la scissure parieto-occipitale. Et entre la scissure calcarine et la scissure parieto-occipitale, on va avoir un gyrus. Ce gyrus, il est appelé cuneus. Pourquoi? Parce qu'il est localisé au niveau du pôle occipital, ça d'un pas. Et il va être localisé entre les deux scissures, la scissure parieto-occipitale et la scissure calcarine. Et donc, ça s'appelle cuneus. O6. Après, on a une pression, comme je vous ai dit, qui est très élevée, appliquée sur la région temporo-occipitale. Et donc,
Par la suite, il va former trois circonvolutions. Logiquement, la troisième circonvolution qui est située en bas, ce n'est qu'une continuité de la circonvolution localisée au niveau de la région latérale. On va continuer le calcul au 3, au 4, au 5. Ici, vous allez constater une bosse. Donc, c'est comme une sorte d'un crochet. Cela, il revient à la prolifération illimitée du pôle temporal. Et ce pôle temporal, il va se retrouver serré par les cellules mésenchémateuses qui vont appliquer la force là-bas. Et par la suite, on aura de l'incurvation de ce pôle qui va venir de cette région jusqu'à cette région. C'est comme s'il va se replier, une toute petite plicature. Il va décrire un crochet. Ce crochet s'appelle l'incus. C'est à l'intérieur duquel va cheminer le corps amygdaloïde qui est une structure diencéphalique. On va voir ça en détail. Et juste après, vous allez constater ici une structure qui est en aspect de dent de scie. Cette structure, ça s'appelle le gyrus dentatus. Pourquoi on aura cette surface en dent de scie? Parce que logiquement, il y en a beaucoup de pression qui va être appliquée dans les diverses régions, antérieures, postérieures, latérales, médiales, inférieures, et donc par la suite, plus on va appliquer de force, plus on va obtenir beaucoup de plicatures. Ces plicatures, au fur et à mesure, ils vont décrire un aspect de dents de scie. Ça d'un part. D'un autre part, le potentiel prolifératif, comme je vous ai dit, de la région temporale, il va être illimité. Et donc, par la suite, on aura d'un part de la prolifération illimitée cellulaire avec de la pression. Ça va créer cette forme là-bas en aspect de dents de scie et il va décrire le gyrus dentatus. Alors voilà pour aujourd'hui, j'espère que c'est clair pour vous et que vous avez déjà compris comment on va obtenir à partir de développement embryologique de la vésicule télencéphalique une structure qui est anatomique et comment on va obtenir les diverses circonvolutions. Donc, comprendre l'embryologie, ce n'est pas apprendre un détail de plus, mais c'est le fait d'avoir la clé de la lecture pour toute l'anatomie cérébrale. And remember, on this channel, our purpose is simple. Take the medicine differently, map the mind and master the medicine. See you in the next video, inshallah. كانت معكم دكتور إنس. Au revoir.